Le dimanche après-midi, je fixe les rayures sur la table de cuisine de mes parents, traçant du doigt un sillon particulièrement profond que je me souviens avoir fait à l'âge de 12 ans. Le bois est chaud et familier sous mon toucher, usé et lissé par des années de dîners de famille, de séances de devoirs et de conversations inconfortables, exactement comme celle-ci. 25 000 $. La totalité. La voix de maman tranche l'air de la pièce. Elle est assise juste en face de moi, le dos raide contre la chaise, les yeux fixés sur mon visage avec une intensité qui me noue l'estomac. Barbara se tient derrière elle, les bras croisés sur sa poitrine, arborant ce que j'ai appris à reconnaître comme son expression de grande sœur inquiète, celle qu'elle répète devant les miroirs quand elle pense que personne ne la regarde. Papa fixe ses mains jointes, son alliance scintillant faiblement dans la lumière de l'après-midi qui filtre par la fenêtre de la cuisine. Il ne me regarde pas. Il ne l'a pas fait depuis que j'ai franchi la porte il y a 30 minutes pour ce qu'ils ont appelé une réunion de famille. Mon cœur martèle contre mes côtes alors que la prise de conscience me frappe. Ce n'est pas une réunion. C'est un guet-apens. C'est une entreprise familiale, poursuit maman, sa voix prenant cet enthousiasme répété qu'elle utilise lorsqu'elle essaie de vendre quelque chose. Une véritable opportunité qui pourrait tout changer pour nous tous. Barbara hoche la tête, pile au bon moment. Nous planifions cela depuis des mois, Aspen. Et nous nous sommes dit, ne serait-ce pas bien d'inclure enfin ma petite sœur? Elle sourit, montrant trop de dents. Tu dis toujours que tu veux être plus impliqué dans les décisions familiales. J'avale difficilement, essayant de comprendre ce qu'il me demande. L'argent dont il parle m'a pris 5 ans de double service et de budget serré à économiser. 5 ans à dire non aux vacances, aux nouveaux vêtements, même au dîner avec des collègues. Donc, je fournis tout l'argent, dis-je lentement. Et vous? Vous vous occupez de tout le reste? Maman agite la main d'un air dédaigneux. Nous avons les relations, l'expérience des affaires. Tu as toujours été meilleur pour. Eh bien, suivre les instructions. Elle rit légèrement, comme si elle m'avait fait un compliment. Et qu'est-ce que j'obtiendrais? Un pourcentage, intervient Barbara. Évidemment plus petit que le nôtre puisque nous faisons tout le travail, mais quand même. La menace tacite pèse lourdement dans l'air entre nous, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je sens le poids de leurs attentes m'oppresser la poitrine, rendant la respiration difficile. Mais en dessous, autre chose s'agite, quelque chose qui n'était pas là il y a un mois. Il y a un mois. Avant la visite inattendue de tante Margaret. Je me souviens être debout dans la minuscule cuisine de mon appartement, à faire la vaisselle pendant que tante Margaret l'essuyait. Sa voix était tombée à un murmure, même si nous étions seuls. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur la raison pour laquelle ta mère t'appelle l'erreur. Le souvenir de ces paroles me brûle la poitrine. Comment maman se préparait pour sa grande percée professionnelle quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi? Comment elle a imputé ses échecs commerciaux ultérieurs au fait d'avoir dû retourner travailler précipitamment? Comment je suis devenu l'incarnation vivante de son ressentiment? Toute ta vie, avait dit tante Margaret, en essuyant une assiette avec des mouvements lents et prudents, elle t'a fait payer pour quelque chose qui n'a jamais été de ta faute. Je reviens au moment présent, consciente que mon silence inhabituel a créé une nouvelle tension dans la pièce. Normalement, j'aurais hoché la tête, accepté, promis d'aider de toutes les manières possibles. Mais aujourd'hui, je reste simplement assise, n'acceptant ni ne refusant. Quand auriez-vous besoin de l'argent, je demande doucement. Maman et Barbara échangent un regard, un éclair rapide de victoire passant entre elles. Elles pensent m'avoir eu. Elles l'ont toujours eu avant. Dans 3 semaines, dit maman en attrapant son téléphone. Je peux te donner les informations du compte tout de suite. Seul papa semble remarquer que quelque chose a changé. Il lève brièvement les yeux, son regard croisant le mien pour la première fois depuis mon arrivée. Je vois une lueur de quelque chose. De la tristesse? De la reconnaissance? Quoi que ce soit, cela disparaît aussi vite que c'est apparu. Alors qu'il se remet à étudier ses mains, je hoche lentement la tête, pour gagner du temps. Je vais devoir vérifier mes comptes, dis-je, me surprenant de la fermeté de ma voix. M'assurer que tout est accessible. De nouveau, Barbara sourit triomphalement à maman. Tu vois? Je t'avais dit qu'elle comprendrait. La famille d'abord. N'est-ce pas, Aspen? La famille d'abord. Combien de fois ont-ils utilisé ces mots pour vider mon compte en banque? Pour consumer mes week-ends? Pour justifier chaque sacrifice qu'ils ont exigé?
Mais assise à cette table familière, sentant le poids de leurs attentes, je réalise que quelque chose a changé en moi. L'argent qu'ils veulent représente plus que de simples dollars. C'est ma liberté. Mon avenir. La vie que j'ai eu trop peur de revendiquer. Et pour la première fois, je ne suis pas sûr d'être prête à y renoncer. 2 jours plus tard, le mardi dans mon appartement, le souvenir de mon 18e anniversaire refait surface alors que je suis assise à ma table de cuisine, fixant le carnet de chèques en équilibre précaire sur mon genou. L'écran de mon téléphone s'illumine avec le dernier texto de maman. N'oublie pas ta contribution ce mois-ci. Le loyer est du vendredi. Au lieu d'un gâteau d'anniversaire ce jour-là, maman avait fait glisser une facture manuscrite sur notre table de cuisine. Maintenant que tu es une adulte, avait-elle dit, ses lèvres se courbant en ce qui passait pour un sourire, il est temps que tu contribues aux dépenses du ménage. Papa avait examiné sa tasse de café pendant que Barbara souriait narquoisement derrière son manuel. J'avais fixé le chiffre, $250, près de la moitié de mon salaire à temps partiel de l'épicerie. Quand j'avais demandé si cela signifiait que je pouvais sauter mes services du week-end pour aider à la boutique en faillite de maman, ses yeux s'étaient durcis. Si ce n'était pas pour toi, nous n'aurions pas été ruinés financièrement en premier lieu. 10 ans plus tard, cette contribution est passée à $350 par mois, sans compter les urgences qui semblent survenir chaque fois que mon compte en banque montre des signes de bonne santé. Les clés de mon appartement teintent contre le stratifié usé de ma table de cuisine. L'endroit est minuscule, un garage aménagé que je partage avec une étudiante en soins infirmiers que je vois à peine. Le trajet pour aller au travail dure 1 heure dans chaque sens, mais le loyer est assez bas pour que je puisse économiser un peu chaque mois, même après les paiements à maman. J'ouvre mon journal. La page est douce au toucher. 10 ans d'entrée relatent le même schéma. L'excitation quand mon salaire arrive, les calculs de combien je peux mettre de côté, puis l'inévitable appel ou texto de maman exigeant de l'argent pour une crise quelconque. 4 mars, première augmentation au travail. $175 de plus par mois. Peut-être que je peux enfin économiser pour une voiture décente. 7 mars, maman a appelé. Barbara a besoin de soins dentaires. Adieu mon fonds pour la voiture. 15 août, 5 ans d'économie. $25 000 mis de côté. Personne ne le sait à part moi. La dernière entrée me serre la poitrine de fierté et de peur. 5 ans de double service au poste administratif que j'ai eu la chance de décrocher après le collège communautaire. 5 ans de travail le week-end au Rosies Dîner, à servir le petit déjeuner aux camionneurs et aux familles locales. 5 ans à dire, je ne peux pas me le permettre, aux invitations de collègues, à calculer le coût de chaque article d'épicerie, à raccommoder les vêtements au lieu de les remplacer. 5 ans de tromperie prudente, laissant maman croire que j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Mon téléphone s'allume avec un autre texto, de Barbara cette fois. Maman dit que tu fais des difficultés pour la contribution mensuelle. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je pose le téléphone sans répondre. Barbara a appris très tôt à s'aligner sur maman. L'enfant chéri a été nommé d'après notre grand-mère, tandis que j'ai été nommé négligemment d'après la ville du Colorado où maman a accouché prématurément lors d'un voyage d'affaires. Nous n'arrivions pas à penser à autre chose, avait expliqué maman quand je l'avais interrogée sur mon nom dans mon enfance, nous étions trop stressés par les factures médicales, l'ajoute tacite, les factures médicales que tu as causées. Le téléphone vibre à nouveau. Papa cette fois. Un texto rare. Ta mère est contrariée. Peux-tu simplement envoyer l'argent? Je ferme les yeux, me souvenant des innombrables fois où papa a été témoin des exigences financières de maman sans intervenir. Sa faiblesse est une forme de cruauté en soi. Aspen? Tu es à la maison? La voix de mon voisin Ryan traverse la mince porte, suivie d'un léger coup. Je range le journal avant d'ouvrir la porte. Ryan est là avec une assiette de biscuits, de la vapeur s'en échappant encore. J'en ai fait trop, dit-il avec un haussement d'épaule qui ne cache pas tout à fait son inquiétude. Il a remarqué les cernes sous mes yeux, les services supplémentaires. Merci. Je prends l'assiette, frappé à nouveau par l'étrangeté d'une gentillesse sincère sans contrepartie. La famille de Ryan l'appelle tous les dimanches, mais juste pour prendre des nouvelles, pas pour exiger de l'argent ou des faveurs. J'ai entendu ces conversations chaleureuses à travers notre mur commun, si différentes des négociations tendues qui constituent mes communications familiales. Ça va, demande-t-il, s'attardant sur le pas de la porte. Tu as l'air fatigué. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne.
C'est Diane du bureau, la femme plus âgée qui m'a formé à mes débuts et qui me traite maintenant avec une sollicitude maternelle qui me semble encore étrangère. Je dois prendre cet appel, dis-je à Ryan. Il hoche la tête et part avec un petit signe de la main. Aspen? C'est Diane. Sa voix a sa chaleur habituelle. J'ai remarqué que tu travaillais encore pendant le déjeuner. J'espère que ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien du tout. Quelque chose se noue dans ma gorge. Ces petites gentillesses, les biscuits de Ryan, l'inquiétude de Diane soulignent la différence flagrante entre la façon dont ma famille me traite et celle du reste du monde. Je pense aux 25 000 $ sur mon compte d'épargne. L'argent représente plus que de simples dollars. C'est 5 ans de sacrifice, oui, mais aussi 5 ans d'espoir. L'espoir de quelque chose de plus que ce cycle sans fin d'obligations et de culpabilité. La dernière demande de maman pour la totalité de la somme ne concerne pas seulement l'argent, mais le contrôle. Pour me maintenir attaché au rôle de bouc émissaire familial. Mon journal est posé sur la table, rempli d'années d'entrées qui documentent mon érosion progressive. Mais la page la plus récente reste vierge, attendant un nouveau chapitre. Pour la première fois, j'envisage d'écrire quelque chose de différent. Le lendemain, mercredi, je fais glisser ma demande de congé sur le bureau de Diane, en retenant mon souffle. Ma superviseure lève les yeux de son ordinateur, ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Un jour de congé personnel? Tu n'en as pas pris depuis. Elle tape sur son clavier, les sourcils levés. Point 2 ans. Mon Dieu, Aspen. Je sais, je tripote la manche de mon cardigan. C'est d'accord? Je ne demanderai pas si. Prends en 2, Diane signe le formulaire avec assurance. Rendez-vous chez le médecin. Quelque chose comme ça, ai-je murmuré, n'osant pas tout à fait croiser son regard. Quoi que ce soit, j'espère que cela t'apportera un peu de paix. Elle me rend le formulaire approuvé, son expression s'adoucissant. Tu as l'air d'en avoir besoin. La paix? Quel concept étranger. Plus tard dans la journée, j'étais assise à la bibliothèque municipale, à 3 villes de là, penchée sur un ordinateur emprunté. Aucun membre de ma famille ne penserait à me chercher ici. Les néons ronronnent au-dessus de ma tête pendant que je recherche méthodiquement des appartements à Bellingham, une ville à près de 1500 miles et 3 états de tout ce que j'ai toujours connu. Quelque chose d'inhabituel palpite dans ma poitrine alors que je parcours les annonces. De l'espoir, peut-être. Ou de la terreur déguisée en excitation. Je note les coordonnées de 3 propriétés dans mon budget. La prise de conscience que je peux me permettre mon propre logement, un vrai logement, pas la chambre exiguë que je partage avec 2 autres femmes, me semble encore une révélation. 5 ans de double service et de refus de tout petit luxe ont permis de constituer un pécule que ma famille dévorerait en un instant si je les laissais faire. Pas cette fois. Le lendemain, jeudi, je me suis glissé dans la Riverdale Credit Union, portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball empruntée à Ryan, mon voisin. À l'intérieur, une jeune banquière nommée Tess m'aide à ouvrir un compte avec ma carte d'identité et un chèque de banque pour la moitié de mes économies. Aucun membre de la famille en tant que co-titulaire. Pas d'accès partagé. Juste à moi. Votre signature est différente ici de celle sur votre carte d'identité, commente Tess en me rendant les papiers. J'y travaille, dis-je, et je réalise que je le pense de plus d'une manière. Ce week-end-là, pendant que maman entraîne papa et Barbara à la fête prénatale de tante Joanne, j'utilise ma clé de secours pour entrer dans leur maison. Je ne leur ai toujours pas envoyé d'argent pour le loyer. L'odeur familière des bougies au gardénia de maman m'enveloppe comme une accusation alors que je me glisse à l'étage jusqu'au grenier. Ma gorge se serre lorsque j'aperçois le bac bleu délavé étiqueté et document Aspen de l'écriture soignée de papa. À l'intérieur se trouve la trace écrite de mon existence, acte de naissance, carte de sécurité sociale, carnet de vaccination, diplôme de fin d'études secondaires. Je les avais demandés des dizaines de fois au fil des ans. Ils sont plus en sécurité ici, insistait toujours maman. Tu ne ferais que les perdre. Je serre le dossier contre ma poitrine, surprise par sa légèreté, l'ensemble du dossier officiel de mes 28 années sur Terre pesant moins qu'un sandwich. Ce soir-là, je me suis assise sur un banc de parc avec un carnet à spirale, regardant les canards glisser sur l'étang. Le soleil réchauffe mon visage alors que je commence une liste intitulée « Choses que j'ai survécues ». Mon stylo se déplace régulièrement sur la page, la froideur de maman. La cruauté de Barbara. Le silence de papa. Le drainage constant de mon compte en banque.
Les rappels subtils que je n'étais pas désiré. Les rappels pas si subtils que je leur devais pour le désagrément de mon existence. Quand j'arrive en bas de la page, je fixe le dernier élément, être appelé une erreur toute ma vie. Je déchire la page et la plie soigneusement dans mon portefeuille. Quoi qu'il arrive ensuite, j'ai déjà enduré le pire qu'il pouvait me faire. La pensée s'installe dans ma poitrine comme une pierre, solide et étrangement réconfortante. Je ne suis pas une erreur, je murmure au canard. L'un d'eux me répond par un couac, et je me surprends à sourire, à vraiment sourire, pour ce qui me semble être la première fois depuis des années. Le dîner du dimanche arrive avec son défilé habituel de commentaires passifs-agressifs et de silences chargés. Je prends ma place habituelle à la table de la cuisine, la même table où ils m'ont prise en embuscade avec leurs demandes pour mes économies. Maman sert un rôti de bœuf, sa spécialité, réservée au moment où elle veut quelque chose. Alors, dit-elle, en coupant la viande avec une précision chirurgicale, as-tu pris une décision concernant notre entreprise familiale? Je prends une petite bouchée, mâchant lentement. J'y réfléchis encore. Barbara ricane. Qu'y a-t-il à réfléchir? C'est une évidence. J'aimerais voir le plan d'affaires, dis-je, me surprenant de la fermeté de ma voix. L'analyse de marché, les rendements prévus, ce genre de choses. Le couteau de maman claque contre son assiette. Nous n'avons pas besoin de toute cette paperasse. C'est la famille, pas une affaire d'entreprise. En fait, intervient Barbara en se penchant en avant, nous pensions pouvoir simplifier les choses. Nous pourrions devenir signataires de tes comptes, juste pour aider à tout gérer plus efficacement. Papa s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous laisser à Aspen le temps d'y réfléchir. Elle a eu tout le temps, claque maman. L'opportunité n'attendra pas éternellement. Je pose ma fourchette. Quelle est exactement cette opportunité, spécifiquement? Le silence qui suit confirme ce que je savais déjà. Il n'y a pas de plan d'affaires, pas d'opportunité d'investissement, juste une autre tentative de vider mes ressources. Nous finalisons encore les détails, dit finalement Barbara, la voix tendue. Je vois. Je prends une autre bouchée, sentant quelque chose de nouveau monter en moi. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus calme, de plus stable. La certitude que je suis déjà parti. Le lendemain, lundi, Diane m'appelle dans son bureau. Mon cœur se serre. Je suis certaine que quelqu'un a découvert mes plans. J'ai de bonnes nouvelles, dit-elle à la place, en faisant glisser un dossier sur son bureau. Le transfert de succursale que vous aviez demandé? Bellingham a un poste vacant à partir du mois prochain. J'ai fait une recommandation. Je la regarde, sans voix. Ne sois pas si surprise, dit-elle en souriant. Tu es l'une de nos meilleures. Ils auraient de la chance de t'avoir. Merci, ai-je réussi à dire. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu enverras une carte postale. Et que tu arrêteras de laisser les gens profiter de ta gentillesse. Ce soir-là, Ryan m'aide à trier mes maigres possessions dans notre appartement partagé. Je peux conduire tes affaires quand tu seras prête, propose-t-il, en pliant un pull avec un soin surprenant. Mon groupe a un concert à Portland ce week-end-là de toute façon. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, sourit-il. Mais les amis aident les amis à échapper aux situations toxiques. Amis. Le mot semble étranger mais bienvenu. Dans ma chambre, je sélectionne soigneusement quelques souvenirs à emporter. La collection de dés à coudre de grand-mère Cox. L'aquarelle que j'ai peinte au lycée et qui a remporté la 3e place à la foire du comté. Et la boule à neige que papa m'a rapportée de son unique voyage d'affaires à Chicago. Tout le reste, le fatras accumulé d'une vie passée à essayer d'être invisible, je le trie dans des sacs pour le donner. Sur mon ordinateur portable, je signe le bail pour un minuscule mais ensoleillé studio à Bellingham, avec effet immédiat. Le propriétaire a semblé confus lorsque j'ai proposé 3 mois de loyer d'avance, mais j'ai besoin de la sécurité de savoir qu'il est à moi, qu'il m'attend. Le soir même, j'ai acheté un billet d'avion aller simple pour le jour de la réunion d'affaires de ma famille. Au moment où je clique sur « Confirmer », tante Margaret appelle. « Es-tu sûr de ça ?» demande-t-elle, sa voix crépitant sur la ligne. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je ne leur dirai pas où tu es parti, promet-elle. Mais ils finiront par le découvrir. D'ici là, je serai assez forte pour y faire face. Je raccroche et j'ouvre mon placard, où un petit sac cadeau est préparé.
À l'intérieur se trouve une écharpe en soie bordeaux, pas bleu marine que j'ai achetée avec mon premier salaire, ainsi qu'une lettre scellée expliquant tout ce que je n'ai jamais eu le courage de dire. Certains adieux sont mieux laissés sur papier. Une semaine plus tard, le samedi soir, je suis arrivé chez mes parents avec un petit sac cadeau pendant au bout de mes doigts. L'écharpe en soie à l'intérieur coûtait 3 jours de repas du midi, mais certaines choses valent le sacrifice. Mon cœur martèle contre mes côtes alors que je monte sur le porche familier. Derrière cette porte attend la famille qui m'a façonné ou plutôt, déformé en la personne que j'ai été pendant 28 ans. La personne que je laisse derrière moi ce soir. Barbara ouvre la porte avant que je puisse frapper, ses yeux se plissant à la vue du sac cadeau. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle en barrant l'entrée. « Juste un petit quelque chose » dis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. « Puis-je entrer » Elle m'étudie un instant de trop, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose dans mon expression. Ce qu'elle voit ne doit pas l'alarmer car elle s'écarte avec un haussement d'épaule. « Maman est d'humeur massacrante » chuchote-t-elle en passant. Dans la salle à manger, maman s'agite avec la nappe pendant que papa place silencieusement les couverts à côté de chaque assiette. La normalité de la scène manque de briser ma résolution. Presque. La voilà, dit maman sans lever les yeux. Tu es en retard. Les embouteillages, je mens, bien que je sois assise dans ma voiture au coin de la rue depuis 20 minutes, pratiquant ma respiration. Le dîner se traîne dans de pénibles conversations de salon. La prothèse de hanche de Madame Peterson. Les prévisions météorologiques. La nouvelle promotion de Barbara. Je hoche la tête et souris aux moments opportuns, tandis que mon sac cadeau repose à côté de ma chaise, attendant. Eh bien, dit maman finalement, en repoussant son assiette avec un soupir impatient. Passons aux affaires, voulez-vous ? Papa ramasse les assiettes avec les mouvements mécaniques d'un homme qui a quitté cette dynamique familiale il y a des années. Seules ses mains tremblantes trahissent une quelconque émotion. Maman sort un dossier de sous sa chaise et fait glisser plusieurs papiers sur la table. Nous avons décidé que l'approche la plus simple est que tu signes ça, dit-elle en tapotant un stylo contre les documents. Une procuration. De cette façon, nous pourrons gérer tous les détails financiers sans te déranger. Aider une petite sœur qui n'est pas douée avec l'argent, ajoute Barbara avec un sourire étudié. Tu as toujours été meilleur pour suivre les instructions que pour prendre des décisions. Je fixe les papiers. Mon nom apparaît tout au long du document, mais chaque avantage, chaque protection, leur est destinée. La famille prend soin de la famille, poursuit maman, la voix se durcissant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que nous avons sacrifié à cause de toi, c'est le moins que tu puisses faire. Papa revient de la cuisine, les yeux baissés en reprenant sa place. Le silence s'étire entre nous, épais d'attente. Vous avez raison, dis-je enfin, en attrapant le sac cadeau à côté de ma chaise. J'ai réfléchi à tout ce que vous avez dit. Maman et Barbara échangent des regards triomphants. Les épaules de papa s'affaissent davantage. Et j'ai décidé, je continue en posant le sac au centre de la table, de vous donner quelque chose de plus précieux que l'argent. Maman cligne des yeux, confuse. De quoi parles-tu ? Ouvrez-le, dis-je doucement. Avec des doigts impatients, maman sort l'élégante écharpe bordeaux sa couleur préférée puis l'enveloppe scellée qui se trouve en dessous. Son nom est écrit sur le devant de ma plus belle écriture. Qu'est-ce que c'est ? demande-t-elle, mais sa voix a perdu de son autorité. Mes adieux, ai-je répondu simplement, en me levant de ma chaise. Je connais la vérité maintenant sur la raison pour laquelle vous m'appelez l'erreur, sur l'affaire que vous avez manquée, surtout. La bouche de Barbara s'ouvre. Tante Margaret, siffle-t-elle, cette ingérence. Je vous pardonne, je continue, les mots coulant plus facilement que je ne l'aurais cru. Et je pars. Ce soir. Il n'y a plus rien à discuter. Je me tourne vers la porte, me sentant étrangement légère. Derrière moi, le bruit du papier qui se déchire alors que maman ouvre l'enveloppe. Tu ne peux pas simplement. Commence Barbara. Je l'ai déjà fait, j'interromps, sans me retourner. Mes affaires sont parties. Mon appartement est vide. Mon nouveau travail commence la semaine prochaine. La chaise de papa racle contre le sol. Quand je jette un coup d'œil en arrière, ses yeux rencontrent les miens directement pour la première fois depuis des années. Fais attention à toi, murmure-t-il. Dehors, l'air frais du soir remplit mes poumons. 30 minutes plus tard, mon téléphone vibre dans ma poche. Maman, qui appelle déjà.
Il sonnera encore, et encore. Pendant des jours, probablement. Les textos de Barbara suivront. Maman fait une dépression. Comment as-tu pu nous faire ça? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis éloigné de la seule maison que j'ai jamais connue, la regardant rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. À l'aéroport, je m'enregistre pour mon vol, puis j'éteins mon vieux téléphone pour la dernière fois. Demain, j'allumerai le nouveau. Demain, je me réveillerai dans mon propre logement, dans une ville où personne ne me connaît comme l'erreur de quelqu'un. Mais ce soir, je monte à bord d'un avion simplement en tant qu'Aspen. Pas une fille. Pas une sœur. Pas une erreur. Juste moi. 2 jours après mon départ, ma mère et ma sœur ont visité mon ancien appartement. Lisa frappe à la porte de mon appartement, ses jointures blanchissant à chaque coup. Derrière elle, Barbara fait les 100 pas dans le couloir étroit, le téléphone collé à l'oreille. Aspen Marie Cox. Ouvre cette porte tout de suite. Le propriétaire se tient à quelques pas en arrière, les bras croisés sur sa poitrine. Mesdames, je vous l'ai dit. Elle a déménagé il y a 3 jours, a payé son dernier mois et a laissé les clés. Barbara termine son appel, la frustration crispant ses traits. Son téléphone va toujours directement sur la messagerie vocale. Comment ça, elle a déménagé? Lisa se tourne vers le propriétaire. C'est son appartement. Où serait-elle allée? Il hausse les épaules. Ce ne sont pas mes affaires où vont les locataires. Mais elle avait l'air heureuse. Plus heureuse que je ne l'avais vue en 2 ans qu'elle a vécu ici. Lisa le bouscule et entre dans l'appartement maintenant vide. Les murs beige délavés portent des plaques rectangulaires où mes quelques photos étaient autrefois accrochées. Le placard est ouvert, des cintres vides pendent comme des promesses oubliées. Ces affaires ont disparu, dit Barbara, énonçant l'évidence comme elle l'a toujours fait. Lisa se précipite dans la cuisine, ouvrant les tiroirs avec force. Ses relevés bancaires. Elle les gardait toujours dans le tiroir de la cuisine. Le propriétaire s'éclaircit la gorge. Je dois fermer maintenant. Le nouveau locataire arrive demain. C'est une urgence familiale, claque Lisa. Votre urgence? Il reprend sa clé, pas la mienne. Sur le parking, Barbara tape frénétiquement sur son téléphone. La banque ne me donnera aucune information. Elle dit que je ne suis pas autorisé sur ses comptes. Le visage de Lisa s'assombrit d'une colère que j'ai vue d'innombrables fois, mais pour une fois, je ne suis pas là pour l'absorber. Elle n'a pas pu aller bien loin. Pas avec son salaire. Appelle son travail. Plus tard dans la soirée, la voix de Barbara tremble à l'autre bout du haut-parleur de ma mère. Elle a été transférée dans une autre agence. Au Montana. Ils n'ont rien voulu me dire de plus parce que je ne suis pas inscrite comme son contact d'urgence. Au Montana? La voix de Lisa monte à ce ton qui m'a toujours fait tressaillir. Qui connaît-elle au Montana? Personne, dit mon père doucement. C'est la première chose qui a contribué à leur recherche effrénée. C'est probablement pour ça qu'elle l'a choisi. À 3 états de là, je me réveille sous la lumière du soleil filtrant à travers des stores que j'ai choisis moi-même. Mon nouvel appartement est petit, un studio avec une kitchenette et une salle de bain, à peine assez grand pour se retourner, mais chaque centimètre m'appartient. Je me tourne sur le côté, regardant l'aube peindre les sommets des montagnes visibles par ma fenêtre. Cette vue me coûte $70 de plus par mois, mais chaque matin, elle me rappelle pourquoi je suis ici. J'ai choisi ça. Je me suis choisi. Mon téléphone vibre avec une alerte de calendrier, 1er jour. Le flottement familier de l'anxiété monte dans mon estomac, mais c'est différent maintenant de l'anticipation plutôt que de la crainte. L'agence locale ressemble presque à mon ancienne, mais je franchis la porte les épaules en arrière, les pas assurés. Vous devez être Aspen, dit une femme aux cheveux méchés d'argent en tendant la main. Diane m'a parlé de vous. Elle a dit que vous êtes l'une des meilleures avec qui elle a travaillé. Merci pour cette opportunité, je réponds, ma voix stable d'une manière qu'elle ne l'a jamais été lors des dîners de famille. À midi, je me rends au café de l'autre côté de la rue. La barista sourit, me demandant si je veux mon habituel avant de réaliser que je suis nouvelle. Je commande un latte à la vanille sans calculer mentalement si je peux me le permettre, sans entendre la voix de ma mère énumérer tout ce que cet argent aurait pu acheter pour la famille à la place. Je prends ma première gorgée, la chaleur se répandant dans ma poitrine, et je réalise que c'est le goût de la liberté.
3 mois passent dans un tourbillon de nouvelles routines et de soirées tranquilles qui n'appartiennent qu'à moi. Puis mon téléphone professionnel sonne avec un numéro inconnu. Aspen Cox à l'appareil. Un temps de silence, puis, Aspen ? La voix de ma mère. Plus mince que dans mes souvenirs. Dieu merci. Nous essayons de te joindre depuis des mois. Ma main se serre sur le combiné. Comment avez-vous eu ce numéro ? Ça n'a pas d'importance. Son ton change, se remplissant de l'urgence tremblante que je connais si bien. Ton père ne va pas bien. Son cœur. Les médecins disent qu'il a besoin d'une opération, et l'assurance ne couvrira pas tout. Nous avons besoin que tu rentres à la maison. La vieille culpabilité monte comme de la bile dans ma gorge, mais quelque chose de nouveau monte avec elle, la clarté. Je suis désolé d'apprendre pour papa, dis-je, sincèrement, mais je ne peux pas rentrer à la maison. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Sa voix se durcit. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je termine l'appel, ma main tremblante mais résolue. Ce soir-là, j'ouvre mes courriels et je trouve un message de Barbara avec pour objet, obligation familiale. À l'intérieur, des menaces voilées de recours juridiques et de lois sur la responsabilité filiale destinées à me faire peur pour que je me conforme. Mon téléphone sonne, le numéro de tante Margaret. Il prévoit de venir, dit-elle sans préambule. Lisa a trouvé ton adresse par cet ami à toi du restaurant. Il parle de venir en voiture le week-end prochain. Le froid m'envahit, mais je ne panique pas. Au lieu de cela, je fais une liste. Le mercredi matin me trouve assise en face de Patricia Wells, une avocate aux yeux bienveillants et au comportement pragmatique. Ils n'ont aucune revendication légale sur votre argent, confirme-t-elle après avoir entendu mon histoire. Une lettre de mise en demeure devrait suffire, mais nous pouvons demander une ordonnance restrictive si nécessaire. Cet après-midi-là, j'ai rencontré les ressources humaines. Je dois documenter une situation de harcèlement potentiel, j'explique, exposant les faits sans émotion. Ma famille pourrait tenter de me contacter ici. Le responsable des ressources humaines hoche la tête, prenant des notes. Nous prenons la sécurité des employés au sérieux. J'alerterai la sécurité et je m'assurerai que votre ligne directe soit changée. Ce soir-là, j'ai appelé tante Margaret. Je t'aime, lui dis-je, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne me cache pas. Je tiens bon. S'ils viennent ici, ils feront face à des conséquences juridiques. Un silence s'installe entre nous avant qu'elle ne dise « Tu as l'air différente ». Je suis différente. 2 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée, portant l'écriture de ma mère. À l'intérieur, je trouve une lettre tachée de larmes, pleine d'accusations et de supplications. En bas, d'une écriture que je n'ai jamais vue, une telle défaite, je ne sais plus qui tu es. Je plie la lettre avec soin et la place dans une boîte étiquetée avant. Puis j'ouvre ma fenêtre sur l'air de la montagne et je respire profondément. Elle a raison. Elle ne sait plus qui je suis. Moi non plus, jusqu'à maintenant. Je me réveille sous une lumière dorée filtrant à travers des rideaux que j'ai choisis moi-même. Les draps en coton doux, achetés sans calculer si je pouvais me les permettre, m'enveloppent comme une promesse tenue. Mon appartement n'est pas grand, mais chaque recoin reflète un choix que j'ai fait, l'aquarelle de montagne au-dessus de mon fauteuil de lecture, la collection de plantes grasses qui prospèrent sur le rebord de ma fenêtre, la bibliothèque remplie de volumes que je n'ai plus à cacher. 1 an. Le calendrier sur mon mur confirme ce que mon cœur sait déjà. 1 an que j'ai quitté tout ce qui m'était familier pour cette vie qui me semble enfin mienne. Mon téléphone vibre de messages d'anniversaire. Pas les reconnaissances obligatoires d'une famille qui en voulait à mon existence, mais des vœux sincères de personnes qui apprécient simplement ma compagnie. Diane du travail. Ryan, qui m'a aidé à déménager. Les amis de mon cours de poterie qui avaient prévu de m'emmener dîner ce soir. Hâte de te fêter, envoie Marissa par texto, mon amie la plus proche dans cette nouvelle ville. Pas d'arrière-pensée. Pas de pic subtil sur ce que je pourrais apporter à la célébration. Juste de l'affection pure et simple. Je prends une douche et je m'habille pour le travail, choisissant une blouse bordeaux qui aurait été jugée trop voyante dans ma vie d'avant. Mon reflet montre une femme qui se tient droite, dont les yeux croisent son propre regard sans ciller. Au bureau, une petite enveloppe attend sur mon bureau. Félicitations pour ta promotion, dit la carte à l'intérieur, signée par tout le service. Ton souci du détail et ton initiative ont été inestimables. Mes yeux me brûlent de larmes inattendues,
pas seulement pour l'augmentation de salaire qui assurera davantage mon indépendance, mais pour la reconnaissance d'une valeur qui n'a rien à voir avec ce que je peux donner. Ce soir-là, entouré d'amis dans un petit restaurant, j'ai soufflé les bougies d'un gâteau que personne ne s'attendait à ce que je paie. Plus tard, seul dans mon appartement, j'ouvre mon journal et j'écris « Aujourd'hui, j'ai eu 29 ans. Mon compte d'épargne a dépassé les 10 000 $ de l'argent qui est vraiment à moi. Je dors toute la nuit maintenant. Les cauchemars de créanciers et d'urgence familiale ont pour la plupart cessé. Le docteur Andrew dit que la guérison n'est pas linéaire, mais je sens la différence. J'apprends que les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. Tous les jeudis, je suis assise en face du docteur Andrew dans son bureau calme, démêlant les nœuds de mon enfance. Parfois je pars épuisée, parfois plus légère, toujours plus lucide. Vous pouvez reconnaître la blessure sans continuer à vivre à partir d'elle, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Votre mère vous a nommé d'après un endroit qu'elle traversait, mais vous avez transformé ce nom en quelque chose avec des racines et de la force. Le samedi, je fais du bénévolat dans un jardin communautaire. Mes mains dans la terre me relient à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui grandit et qui est vivant, comme moi. Le mois dernier, j'ai accepté une invitation à dîner de Michael, un comptable que j'ai rencontré au jardin. Notre conversation s'est déroulée sans le sous-entendu familier de la peur. Quand il m'a posé des questions sur ma famille, je lui ai dit la vérité, pas tout, mais assez. Il n'a pas fui, il a juste écouté. Le courrier apporte des rappels sporadiques de mon passé. La carte de Noël de mère est arrivée sans un mot, juste son nom signé avec une fioriture. Barbara envoie des textos occasionnels sur les drames familiaux, cherchant des réponses que je ne me sens plus obligé de fournir. Les lettres de papa arrivent tous les mois, des ponts fragiles que je traverse avec des pas prudents. Je réponds par de brèves et gentilles notes qui maintiennent la distance sans cruauté. Hier a apporté quelque chose d'inattendu, une lettre de ma cousine de 19 ans, Jessie. Tante Lisa dit que tu as abandonné la famille, a-t-elle écrit. Mais quelque chose dans la façon dont il parle de toi ne sonne pas juste. Je travaille à 2 emplois tout en allant à l'école, et maman n'arrête pas de me dire que je lui dois de m'avoir élevé. Je ne sais pas quoi faire. Mes mains tremblaient en composant son numéro. Pendant 1 heure, j'ai écouté son histoire, si familière qu'elle aurait pu être la mienne. Tu n'es pas folle, lui ai-je dit, et tu n'es pas seule. Plus tard, en regardant la citation encadrée sur mon mur, certains appellent ça une erreur. J'appelle ça mon commencement, je réalise quelque chose de profond. L'erreur de mon existence était devenue la bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre. Ce matin, le jour de mon anniversaire, je me suis tenu à ma fenêtre en regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances de promesses. Il y a 2 ans, je ne pouvais pas imaginer cette vie. Maintenant, je ne peux pas imaginer retourner à l'autre. Je touche le cadre tenant ma citation préférée et je dis la vérité que j'ai finalement adoptée. La famille dans laquelle vous naissez peut façonner votre départ, mais la famille que vous choisissez détermine votre avenir.